Allez hop, on embarque. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire un voyage cosmique pour trouver la plus grande étoile de l'univers. La première étoile que nous croisons est notre propre Soleil. Il est loin d'être la plus grande, mais il est tout de même massif. On pourrait y faire entrer 1 million de terres. Cela signifie que si tu considères le Soleil comme un ballon de basket, la Terre aurait la moitié de la taille d'une gomme à crayon. Si on mettait toutes les planètes d'un côté de la balance et le Soleil de l'autre, les planètes ne feraient pas le poids. Le Soleil représente 99,9% de la masse totale du système solaire. La masse est essentiellement la quantité de trucs ou de matière dont une chose est composée. Et c'est à elle que l'on doit la brillance des étoiles. En effet, plus il y a de matière dans une étoile, plus son noyau est épais et chaud. Cela déclenche une chaîne de réactions chimiques. Les atomes d'hydrogène s'écrasent les uns contre les autres pour former de l'hélium, libérant ainsi une quantité incroyable d'énergie. C'est ce qui donne à l'étoile sa lumière et sa chaleur. Par conséquent, les grandes étoiles sont aussi des étoiles plus brillantes. Toutefois, avec toutes ces réactions, la durée de vie d'une étoile finit par diminuer. Lorsqu'elle commence à manquer de carburant, l'étoile entre dans la phase géante. Elle se dilate et devient rouge. Cela nous ramène à la tâche qui nous attend. La plus grosse étoile que nous trouverons sera probablement en fin de vie. En activant nos moteurs hyperlumineux, nous arrivons bientôt au système Luhmann 16. Ici, nous trouvons l'une des plus petites étoiles qui existent, une naine brune. Petite signifie ici à peu près la taille de Jupiter tout de même. Mais elles sont petites pour des étoiles. Les naines brunes sont aussi appelées étoiles ratées, parce qu'elles ne disposent pas d'une masse suffisante pour expérimenter ces réactions chimiques. Cela signifie qu'elles ne sont pas aussi brillantes, bien que super denses. Toute la matière qu'elles contiennent est si compacte qu'elles pèsent 80 fois plus que Jupiter, même si elles ont la même taille. Et si tu penses que c'est tout de même pas mal du tout, il te suffit de regarder une naine blanche, encore plus dense. Celle-ci est Sirius B. Elle a aussi la taille de Jupiter, mais elle pèse autant que le Soleil. Elle émet une faible lumière blanche. Lorsqu'elle n'aura plus de gaz, elle deviendra rouge et se refroidira. Maintenant, rapprochons-nous de sa voisine géante, Sirius A. On voit facilement cette étoile depuis la Terre sans avoir besoin de télescope. Elle est 2 fois plus lourde et plus que 1,5 fois plus large que notre Soleil. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Nous volons maintenant à 550 années-lumière de la Terre vers la constellation de Cassiopée. Il y a presque 100 ans, une explosion cosmique s'est produite à cet endroit. Elle a dilaté l'atmosphère de l'étoile Gamma Cassiopée et certains gaz ont été projetés dans l'espace. Après cela, elle est devenue l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle est 10 fois plus vaste que notre Soleil. Passons maintenant à la célèbre étoile polaire. Curieusement, différentes étoiles ont porté ce titre au fil des ans, et d'autres le porteront dans le futur. C'est parce que l'étoile polaire de la Terre change tous les 26 000 ans. Imagine notre planète comme une toupie. Le pôle Nord se déplace en décrivant un petit cercle qui pointe différentes étoiles vers le vrai Nord. L'étoile actuelle est une supergéante qui est 37 fois plus vaste et 5 fois plus lourde que notre Soleil. Elle est facile à trouver dans le ciel nocturne. Elle est au bout du manche de la petite ours. Prépare-toi tout de suite, nous partons pour l'œil du cyclone, le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Pour voir la prochaine étoile, nous devons passer en mode infrarouge. Cette étoile pistolet se dissimule dans la poussière de l'espace. En seulement 20 secondes, elle émet autant de lumière que notre étoile d'origine en une année entière. Et sa taille est stupéfiante. Elle est 420 fois plus vaste que le Soleil. Mais ce n'est pas encore l'étoile la plus lumineuse connue de l'humanité. Il s'agit d'une supergéante bleue dans la constellation du Triangle. Je te présente B416. Elle est presque 10 millions de fois plus lumineuse que le Soleil. Mais plus une étoile est brillante, plus elle épuise rapidement tout son carburant et plus sa durée de vie est ainsi réduite. Comparée à une naine rouge qui brille à peine et brûle son combustible beaucoup plus lentement, sa vie sera des centaines de milliers de fois plus courte. À 3400 années-lumière de la Terre se trouve l'un des corps célestes les plus rares de l'univers. Il s'agit d'une hypergéante jaune appelée Rho Cassiopée. Parmi les innombrables étoiles de notre galaxie, il n'y en a que quelques dizaines comme celle-ci. Et même si cette étoile est extrêmement éloignée de notre planète, on peut la voir dans le ciel sans avoir besoin d'un télescope. En effet, elle est 300 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. C'est aussi parce qu'elle est 900 fois plus vaste que notre étoile d'origine. Et sa couleur nous indique que ses réserves de carburant dureront longtemps. Quand Rho Cassiopée commencera à devenir rouge et à se développer, elle sera l'une des plus grandes étoiles de l'univers tout entier. Passons maintenant à la constellation d'Orion. L'étoile dans notre ligne de mire. Betelgeuse est l'une des plus grandes visibles à l'œil nu. Elle fait 700 fois la taille de notre Soleil.
Si elle prenait la place de notre étoile, sa surface toucherait la ceinture d'astéroïdes. Elle se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. Elle engloutirait les 4 planètes intérieures, y compris la Terre. Mais cette étoile excite beaucoup les astronomes. Ils prédisent que Bételgeuse va exploser et donner un spectacle céleste fantastique dans les 10 000 prochaines années. Ce sera le plus grand événement astronomique de tous les temps car nous pourrons observer une supernova à une distance proche mais suffisamment sûre. L'étoile qui explosera brillera comme une demi-lune. Elle sera visible dans le ciel de jour pendant 1 an et dans celui de nuit pendant plusieurs autres années. Maintenant, nous nous aventurons vers des étoiles qui dépassent la largeur du Soleil de 1000 fois. Mousse Fei est une hypergéante qui s'enorgueillit du titre de l'étoile la plus rouge connue. Sa couleur nous indique que la jauge de carburant se rapproche de plus en plus du vide. Mais elle est encore si grande qu'elle pourrait contenir 1 milliard de soleils. Et à cause de sa masse, cette étoile finira par devenir une supernova ou même un trou noir. Partons maintenant pour un voyage de près de 4000 années-lumière de chez nous. La voici, une supergéante rouge appelée VY Canis Majoris. C'est l'une des plus grandes et des plus brillantes étoiles de la Voie lactée. Elle pourrait contenir 3 milliards de soleils. Et même si elle est tellement énorme, cette chose est étonnamment légère, seulement 17 fois le poids du Soleil. Dans le contexte des corps célestes, on pourrait appeler cette étoile un ballon gonflé. Au cours des 100 000 prochaines années, VY Canis Majoris explosera en une hypernova. Les radiations gamma détruiront toute vie dans la partie locale de l'univers. Mais cette étoile est si éloignée de notre système solaire qu'elle ne nous causerait aucun dommage. Si nous placions MY Cephei au centre de notre système solaire, elle se gonflerait jusqu'à l'orbite de Saturne. Pour te rappeler à quel point Saturne est loin, dis-toi qu'il faut 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. Mais pour arriver à Saturne, il faut bien plus d'1 heure. Comparé à cette étoile massive, le Soleil n'est qu'un grain de sable. C'est l'une des étoiles les plus lumineuses et les plus rouges de notre univers. Plus l'étoile est grande et rouge, plus elle est proche de sa fin. Nous n'avons donc pas seulement affaire à un titan de l'univers, mais aussi à l'un des plus anciens corps célestes qui existent. La deuxième plus grande étoile de l'univers est UY Scuti. Elle fait environ 2,4 milliards de kilomètres de large, soit 16 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est une étoile à pulsation variable. Sa luminosité change environ tous les 2 ans. UY Scuti détient le record de combustion de carburant par an. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle revienne à des températures plus élevées comme une géante jaune. Notre voyage touche à sa fin. Devant nous, nous voyons Stephenson 2-18. Il faut 20 000 ans pour que la lumière de cette étoile atteigne la Terre. Il est difficile de ne pas voir cette supergéante rouge sur notre minuscule planète. Elle est 2150 fois plus vaste que notre Soleil. Il nous faudrait 10 milliards de soleils pour la remplir. À titre de comparaison, une plage moyenne ne contient qu'environ 5 milliards de grains de sable. Bien que nous puissions nous considérer comme une civilisation avancée, après avoir réussi à observer les 8 planètes de notre système solaire et leurs 200 lunes, nous n'avons en réalité qu'une vague idée de ce qui s'y trouve. À tel point qu'il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir une planète supplémentaire dans notre système solaire. Les scientifiques l'appellent planète X ou planète 9. Ce monde non découvert pourrait être caché bien au-delà de Neptune. Les astéroïdes et les planètes naines de cette zone ont des orbites modifiées étrangement inexpliquées. Et la planète X pourrait en être la raison. Les légendes autour de cette mystérieuse planète ont commencé il y a plus de 100 ans avec un passionné de l'espace appelé Percival Lowell. En plus d'avoir une moustache impressionnante, il était aussi très riche. Il a utilisé sa fortune pour construire un observatoire en Arizona qu'il a ensuite consacré à l'étude des mouvements étranges d'Uranus et de Neptune. Leurs forces gravitationnelles sont plus lentes que celles de toutes les autres planètes de notre système solaire. Presque comme s'il y avait un objet géant caché qui les tirait hors de leur trajectoire. En 1906, Lowell a théorisé qu'il pourrait y avoir une autre planète au-delà de Neptune. Elle serait probablement à l'origine de ces étranges phénomènes cosmiques. L'homme a appelé ce potentiel corps céleste la planète X. En 1930, Pluton a été découverte par Clyde Tombaugh dans l'observatoire de Lowell. Il semblait enfin que les gens avaient une explication pour les modèles orbitaux étranges. L'équipe de Lowell était sur un nuage après la découverte, mais leurs célébrations ont été de courte durée. Ils ont vite découvert que Pluton était bien trop petite pour avoir un tel effet sur les planètes environnantes, et elle était aussi trop éloignée d'elles. Il a donc fallu se remettre au travail. La planète X, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre et 4 fois son rayon. Il faudrait au moins 10 000 ans à une telle planète pour faire le tour du Soleil.
et elle orbiterait à une distance entre 300 et 600 fois plus grande que celle qui sépare notre planète natale de son astre. Cela représente 600 unités astronomiques depuis le centre du système solaire, sachant qu'une unité astronomique est égale à la distance entre la Terre et le Soleil. Si cela semble très éloigné, ce n'est pas le cas. La distance entre les corps célestes est généralement mesurée en années-lumière. Or, une unité astronomique est une unité de mesure beaucoup plus petite. Pour remettre les choses en perspective, l'objet le plus éloigné détecté depuis la Terre est la galaxie GN-Z11. Joli nom, n'est-ce pas? Elle se trouve à une distance stupéfiante de 32 milliards d'années-lumière. Malgré cela, nos télescopes peuvent encore la repérer, et une seule année-lumière équivaut à 63 241 unités astronomiques. Alors si notre technologie peut détecter une galaxie aussi lointaine, comment se fait-il que nous n'ayons pas réussi à découvrir la planète X? Eh bien, c'est probablement dû au fait qu'elle pourrait ne pas exister du tout. La théorie de la planète X a été largement discréditée en 1989. On a découvert que les mystérieuses forces gravitationnelles de Neptune étaient un leurre depuis le début. Les scientifiques s'étaient massivement trompés sur la taille réelle de Neptune. La sonde Voyager 2 a visité la planète et a découvert sa taille réelle. Cette nouvelle information explique les étranges forces gravitationnelles, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas causées par la soi-disant planète X. Mais notre enquête ne s'arrête pas là, car l'hypothétique 9e planète est réapparue il y a environ 10 ans. Si les preuves qui sous-tendent la théorie de Lowell étaient fausses, sa croyance en la planète X n'était peut-être pas sans fondement. En 2015, les astronomes Michael Brown et Konstantin Batygin ont découvert qu'il y avait bel et bien des forces gravitationnelles inexpliquées au-delà de Neptune. Des satellites orbitent perpendiculairement autour des planètes, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans notre système solaire. Il y a aussi des groupes d'astéroïdes qui se déplacent de manière très spéciale. Si spéciale qu'il est pratiquement impossible que ce soit aléatoire. Encore plus étrange, il y a des satellites qui voyagent dans une direction complètement opposée à celle du Soleil, contrairement à la plupart des autres objets dans le système solaire. Un planétoïde appelé Sedna semble également être tiré vers quelque chose, ainsi que 6 autres qui vont tous dans la même direction. Brown et Batygin ne sont d'ailleurs pas des observateurs d'étoiles lambda, ce sont tous deux des scientifiques très respectés, au fait de leur carrière. Konstantin Batygin a été désigné par le magazine Forbes comme l'un des 30 scientifiques qui changent le monde, et Mike Brown est l'homme qui a donné à Pluton le statut de planète naine. Cela signifie que lorsque ces messieurs disent quelque chose, c'est généralement assez sérieux, et on devrait probablement les écouter. Mais la seule façon de prouver irréfutablement que la planète X existe est de la trouver réellement, et cela s'avère assez difficile. Pour localiser la planète, il faudrait utiliser une méthode appelée photométrie de transit. En gros, il s'agit de surveiller tout un groupe d'étoiles pendant une longue période et de rechercher les creux dans la lumière qu'elles émettent. Ces creux seraient probablement causés par une planète qui ferait obstacle à la lumière. Et hop, l'existence de la planète X pourrait être prouvée. Mais pour que cette méthode fonctionne, la Terre, la nouvelle planète et le Soleil doivent tous être parfaitement alignés. Or, ces circonstances sont plutôt rares, et si elles ne se réalisent pas, le creux de lumière ne se produira pas. De plus, cette méthode ne fonctionnerait vraiment qu'avec les planètes qui sont plus proches du Soleil que notre Terre, c'est-à-dire Vénus et Mercure. Pour tout ce qui est au-delà de la Terre, cette technique est quasiment inutile. Une autre technique que nous pourrions utiliser consiste à trouver la planète potentielle grâce à un bon vieux télescope. Mais comme tu peux l'imaginer, c'est incroyablement approximatif. L'objet le plus éloigné que nous ayons trouvé dans notre système solaire est un planétoïde nommé à juste titre Far Far Out. Mais il n'est qu'à 140 unités astronomiques du Soleil, soit seulement un quart de la distance à la supposée planète X. Nous ne pouvons voir un objet que grâce à sa luminosité. Le Soleil est très visible pour nous car il émet d'énormes quantités de lumière. Et nous pouvons voir la Lune car elle reflète la lumière du Soleil. Techniquement, la Lune n'est pas censée paraître plus brillante que tout le reste dans le ciel nocturne. Ce n'est le cas que parce que nous sommes plus proches d'elle. Plus un objet est éloigné, moins il nous semble lumineux. Le principal problème pour voir la théorique planète X est que tous les objets de notre système solaire tirent leur lumière du Soleil. Ils reflètent la lumière du Soleil, ce qui nous permet de les voir. Étant donné la distance qui sépare la planète X du Soleil, il est presque impossible de la voir. Et à cause de sa lumière vraiment faible,
Pour la voir, il faudrait des conditions météorologiques parfaites, ainsi qu'un télescope extrêmement puissant. Mais Brown et Batygin l'ont trouvé. Le télescope Subaru est situé au sommet d'un volcan dormant à Hawaï. Il est énorme et capable de capturer la lumière la plus faible des objets spatiaux lointains. Le problème est que nous devons trouver où le pointer. Sans savoir où se trouve réellement la planète X, cela revient à trouver une aiguille dans une botte de foin. De plus, il n'y a qu'environ 3 nuits par an où les conditions sont suffisamment claires pour voir l'hypothétique planète X. C'est difficile, mais pas impossible. Et pourtant, la plupart des astronomes ont décrété que la planète X n'existait pas, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un mythe. L'explication la plus répandue pour les étranges forces gravitationnelles est qu'il y a un minuscule trou noir dans notre système solaire qui attire les planètes vers lui. Mais ne t'inquiète pas, ils affirment qu'il n'est pas assez gros pour avaler une planète, donc tout va bien pour l'instant. Le problème avec la théorie du trou noir, c'est qu'une fois de plus, il est presque impossible de le trouver. Alors que sa masse pourrait être aussi importante que celle de la planète X, le trou lui-même serait réduit à la taille d'une orange. Les télescopes ne seraient alors d'aucune utilité. Pour le trouver, il faudrait détecter les rayons gamma émis par les objets lorsqu'ils tombent dans le trou noir. Une autre façon de le trouver serait de lâcher des centaines de minuscules vaisseaux spatiaux. Ils passeraient assez près du trou hypothétique. Et lorsqu'ils seraient attirés vers lui, nous pourrions probablement le détecter. Mais n'écartons pas la théorie de Brown et Batygin. Elle est encore documentée par la NASA à ce jour. Et jusqu'à ce que nous trouvions des preuves solides pour réfuter son existence, la planète X se trouve peut-être encore là. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmond Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmond et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la 2e étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la 2e étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe.
Eta Carinae est en réalité constitué de 2 étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une 3e étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de 2 globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que 2 choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche. Car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la 2e étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant.
Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Il fait toujours nuit sur la planète TRES 2b. Et ce n'est pas une nuit comme chez nous, avec des étoiles qui brillent dans le ciel. Il fait tout noir et extrêmement chaud. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus grande que Jupiter, et sa surface absorbe la lumière mieux que le charbon. Cette surface présente des nuances rougeâtres en raison de l'air brûlant qui atteint la température de la lave. Sympa. Dans le système solaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car c'est la plus proche de l'étoile, est affreusement différente. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de sa surface est recouverte d'un océan de lave. Sur l'autre moitié règne une obscurité éternelle. La planète étant en rotation synchrone, elle est toujours tournée dans le même sens par rapport à son Soleil. Entre les deux moitiés de planète, il y a des frontières, des zones de vide complets et angoissants. HD 189733b, je ne répéterai pas, est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile. Vue comme ça, elle est assez jolie. La surface est couverte de motifs bleus et blancs. Mais ces couleurs viennent en réalité de particules de silicate contenues dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que le vent atteint les 8600 km/h, soit presque égal à Mach 7. Pour avoir un ordre de grandeur, sur Terre, le vent atteint les 408 km/h maximum, soit près de 20 fois moins. Le vert qui se crée dans l'atmosphère traverse donc le ciel à l'horizontale à une vitesse hypersonique et détruit tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essayerai même pas de prononcer le nom, voilà, compte 3 exoplanètes qui sont toutes peu à peu détruites par leur étoile. En effet, il ne s'agit pas d'une étoile normale, mais d'un pulsar, le noyau d'une étoile morte tournant très rapidement sur lui-même. Il émet un fort rayonnement électromagnétique dans toutes les directions, pendant qu'il tourne autour de son axe plusieurs milliers de fois par seconde. Les planètes qui gravitent autour de cette étoile sont peu à peu absorbées et, à terme, disparaîtront complètement. Kepler 70 est une étoile naine bleue, passée par le stade de géante rouge il y a 18 millions d'années. À l'époque, 2 planètes gravitaient autour de Kepler 70, la plus proche des deux étant une géante gazeuse comme Jupiter. Elle s'appelle Kepler 70b et elle existe encore, mais son étoile l'a entièrement consommée et transformée en un amas de roches flamboyants. C'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes.
Sa surface est plus ardente que celle de notre Soleil. Cette planète a réussi à survivre, mais elle est en train de s'évaporer maintenant et elle pourrait bientôt disparaître. WASP-12b est l'une des planètes les plus tristes et bizarres que l'on connaisse. Son étoile la dévore peu à cause de sa forte gravité et de la constitution principalement gazeuse de cette planète. WASP-12b a déjà pris une forme ovale, étendue vers son Soleil, et elle ne peut rien y faire. Dans 10 millions d'années, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de son étoile. Je dis ça juste pour t'instruire. Si tu t'es déjà demandé quel effet ça fait de marcher sur de la glace et sur des charbons ardents en même temps, sache que Gliese 436b peut te faire vivre cette expérience. Cette exoplanète de la taille de Neptune est très proche de son Soleil et atteint des températures extrêmement élevées. Et pourtant, elle est couverte de glace qui brûle régulièrement. La glace est beaucoup plus dense à cause de l'importante gravité de la planète et elle reste donc solide, même dans des conditions extrêmes. La liste de ces mondes terribles ne serait pas complète sans Vénus, la jumelle diabolique de la Terre. La deuxième planète du système solaire a une atmosphère si dense et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Les éruptions volcaniques sont récurrentes, la pression atmosphérique est environ 100 fois plus forte que sur Terre, et les nuages dont j'ai parlé ne sont pas composés d'eau, mais d'acide sulfurique qui se condense et se transforme en pluie. Même si tu étais assez courageux ou assez fou pour avoir envie de traverser ces nuages, tu ne pourrais pas le faire. Le vent y est aussi violent que celui de nos plus puissants ouragans. Un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile ne soit pas si éloignée. Il s'agit d'une naine rouge relativement froide, dont la chaleur et la lumière atteignent à peine la planète en question. Les températures là-bas peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés. Pas si loin du zéro absolu. C'est une planète sombre, triste et couverte d'une glace éternelle qui ne fond jamais. Étant donné qu'elle a un noyau rocheux, il se peut qu'elle génère un peu de chaleur et que, sous la surface gelée, se cache un extraterrestre inconnu. Dimidium, une planète située à 50 années-lumière de notre système solaire, est hostile à toute forme de vie pour plusieurs raisons. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés fait toujours face à son Soleil et que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud atteint des températures de 980 degrés et des vents constants y soufflent à plus de 1000 km/h. Dimidium a beau être une géante gazeuse, elle contient de grandes quantités de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, en créant des nuages où le fer se refroidit et retombe au sol, sous la forme d'une infernale pluie de métal en fusion. L'oxygène est considéré comme un élément essentiel à la vie sur une planète. Mais ce n'est pas le cas pour Osiris. Les chercheurs ont été choqués de constater la présence d'oxygène sur celle-ci, ou plutôt autour d'elle, puisqu'elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. À cause de cette proximité, Osiris est une sorte de fournaise, où tout ce qui peut brûler brûle. Elle a aussi un tour d'orbite très réduit. Un an sur Osiris correspond à 3,5 jours sur Terre. L'atmosphère de la planète est constamment balayée au loin et anéantie par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est pas aussi froide ou aussi chaude que les planètes de cette liste. Mais elle est terrifiante à sa façon. C'est une géante gazeuse d'une taille semblable à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. La gravité de cette planète est donc 50 fois plus importante que la gravité de la Terre. Si tu voulais poser le pied sur Corotte Exo 3b, tu serais presque immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est encore une planète four. La température moyenne dépasse les 2200 degrés. Sa surface rocheuse rend le paysage vraiment infernal. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et se transforment en pluie de pierre. Le pire, c'est que Corotte 7b était probablement autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie par la chaleur, laissant seulement ce noyau calciné derrière elle.
On pense généralement que les astéroïdes sont les seuls objets flottants dans l'espace, mais des exemples comme celui de OTS 44 nous ont prouvé le contraire. Et ça glace le sang. Imagine une planète environ 11 fois plus grosse que Jupiter, qui erre dans l'espace sans suivre la moindre orbite. Vu sa masse et sa taille gargantuesque, si jamais OTS 44 entrait en collision avec une autre planète, elle la détruirait et continuerait sa route comme si de rien n'était. Encore plus flippant, les chercheurs pensent qu'il existe des millions de planètes semblables qui attendent simplement d'être découvertes. Il n'y a pas de preuves certaines de leur existence, mais en théorie, les planètes de carbone se sont formées quelque part non loin du centre de notre galaxie. Si l'oxygène entrait dans leur atmosphère, il réagirait avec le carbone et se transformerait en CO2, en produisant des nuages noirs toxiques. Au sol, il y aurait des océans de goudron, des geysers de méthane et de pétrole. Il pleuvrait aussi, mais ce ne serait pas exactement une pluie rafraîchissante. Des torrents de pétrole et d'asphalte liquide prendraient feu au contact du sol. Difficile d'imaginer quelque chose qui survivrait dans ces conditions. Nous volons devant les planètes de notre système solaire. Nous passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis nous traversons les ténèbres de l'espace au-delà des limites de notre monde. Nous avons atteint notre destination. Voici le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant notre système solaire et qui compte une multitude d'astéroïdes et de blocs de glace. C'est probablement ici que la plus grande comète de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Et maintenant, elle se dirige vers le Soleil. Bernardinelli Bernstein a été découverte tout à fait par hasard pendant une enquête sur l'énergie noire, dite Dark Energy Survey. Nos télescopes étaient pointés vers les régions les plus reculées de l'espace. Leur objectif principal était de mieux connaître le processus d'expansion de l'univers. Les astronomes souhaitaient également dresser une carte plus détaillée de l'univers observable. Les scientifiques ont analysé plus de 80 000 images et ont trouvé un objet en mouvement. Il était dangereusement proche de notre planète. Et sa taille de 100 km était impressionnante. C'est à peu près la largeur du lac Michigan. C'était une comète déjà active avec une longue queue. Généralement, la queue des comètes se forme à l'approche du Soleil. La chaleur de l'étoile réchauffe la surface de la comète et les matériaux légers comme la glace commencent à s'évaporer. Cela forme un nuage de vapeur et de poussière qui s'étend bien au-delà de la comète. Mais Bernardinelli Bernstein était trop éloigné du Soleil pour commencer à se réchauffer. Cela signifie que sa surface a une composition différente. Elle pourrait être composée de monoxyde de carbone solide, ce qui augmenterait sa luminosité. C'est probablement la raison pour laquelle on est en mesure de l'observer depuis la Terre avec nos télescopes. Nous pouvons comparer Bernardinelli Bernstein à la plus grande météorite qui soit jamais tombée sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a été frappée par une météorite d'environ 10 km de large. L'onde de choc provoquée par cette collision a fait plusieurs fois le tour de la Terre, engendrant des tsunamis plus impressionnants que les plus grands des gratte-ciel. Et l'énergie de l'explosion a mis le feu à de vastes régions. Presque toutes les créatures vivantes, y compris les dinosaures et les plus anciens poissons, ont disparu. La météorite a laissé derrière elle un cratère 3 fois plus grand que Manhattan. L'endroit où elle est tombée était riche en soufre. Cette substance s'est évaporée en raison de la chaleur anormale et s'est concentrée en d'énormes nuages, entraînant des pluies acides pendant plusieurs semaines. La comète que nous venons de découvrir est 10 fois plus grosse. Si elle se dirigeait vers la Terre, tu pourrais la voir à l'œil nu bien avant son impact. Elle ressemblerait à une étoile avançant dans le ciel nocturne. Quelques jours avant que la comète n'atteigne notre planète, tu la verrais même en plein jour. Tu pourrais aussi facilement distinguer sa longue queue. En pénétrant dans notre atmosphère, la comète produirait un grondement si puissant qu'on l'entendrait même de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, la comète commencerait à chauffer en raison de la friction de l'air. Elle commencerait à brûler, d'innombrables débris se détacheraient du corps principal de la météorite et tomberaient sur la Terre. Au moment où Bernardinelli Bernstein toucherait la surface de la planète, on verrait un éclair si lumineux qu'il éclipserait le Soleil. En une fraction de seconde, une quantité colossale d'énergie serait convertie en chaleur. Cela créerait l'explosion la plus puissante de l'histoire de la Terre. Elle arracherait littéralement des morceaux de la planète et les projetterait dans les airs. L'onde de choc réduirait en cendres tout ce qui se trouverait dans un rayon de quelques centaines de kilomètres.
Elle continuerait à se propager dans différentes directions, brisant et pliant les arbres. Ensuite, elle atteindrait les montagnes enneigées et déclencherait d'énormes avalanches qui recouvriraient de nombreux villages. L'onde de choc ferait le tour de la planète, faisant éclater les vitres sur tous les continents. Les tsunamis seraient si hauts qu'ils dévasteraient des villes côtières entièrement. Le tremblement de terre le plus violent de l'histoire briserait le sol en créant de profondes fissures. Après l'impact, des milliards de tonnes de poussière et de cendres s'élèveraient dans le ciel. Un gigantesque nuage noir bloquerait complètement les rayons du soleil. La Terre serait plongée dans l'obscurité. Tous les débris présents dans l'air commenceraient à fondre, se transformant en une lave liquide qui retomberait à la surface, causant des dégâts considérables. Les cendres et la poussière en suspension masqueraient le soleil pendant plusieurs mois encore. En conséquence, la température sur Terre chuterait de plusieurs degrés. Même s'ils parvenaient à se réfugier dans de profonds abris et bunkers, les gens, ainsi que tous les autres organismes vivants de la planète, auraient peu de chances de survivre à cet événement. Heureusement, Bernardinelli Bernstein ne risque pas de s'approcher de la Terre de sitôt. Pour l'instant, la comète se trouve à environ 20 unités astronomiques du Soleil. Cela représente 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que la comète va bientôt croiser l'orbite d'Uranus. En 2031, elle sera à 11 unités astronomiques de notre étoile. C'est juste à l'extérieur de l'orbite de Saturne. À ce moment, Bernardinelli Bernstein sera au plus proche du Soleil. Puis elle retournera vers les confins du système solaire. Mais la comète ne manquera pas de revenir. Elle s'éloignera du Soleil et ralentira jusqu'à ce que la gravité de l'étoile la tire en arrière. Ensuite, elle fera un autre tour autour de notre système solaire, mais cela prendra environ 3 millions d'années. Pour l'instant, ce sont d'autres météorites dont nous devons nous préoccuper. Par exemple, 3200 Phaéton. Elle croise les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure. Puis elle fait le tour du Soleil et revient. Ce cycle dure environ 523 jours. Une fois ce temps écoulé, elle recommence. Cette météorite est considérée comme potentiellement dangereuse car elle traverse l'orbite de la Terre à seulement 7,5 distance Terre-Lune. Pendant l'une de ses dernières visites, ce bloc de roche de 6 km de large a arrosé notre planète de petits météores. Comme l'astéroïde passe souvent près du Soleil, sa surface ressemble probablement au fond asséché d'un marécage de boue. Elle est couverte d'écailles et de fissures. Lorsqu'elle passe devant la Terre, ces écailles se détachent et entraînent des pluies de météores. Mais le plus gros astéroïde potentiellement dangereux est 1999 JM8. Il a une taille équivalente à 77 terrains de football. Il passe devant la Terre à environ 9 distances Terre-Lune. Il s'approchera le plus près de notre planète en août 2137. Si une telle météorite venait à percuter la Terre, un continent entier pourrait être anéanti. Le reste du monde serait dévasté par d'immenses tsunamis, mais survivrait à l'événement. Alors naturellement, les scientifiques réfléchissent aux moyens de prévenir une telle catastrophe. La première solution est une gigantesque explosion contrôlée. Selon l'une des lois de la physique, si l'on applique une force dans une direction, elle provoquera une réaction dans la direction opposée. Donc si nous repérons un astéroïde sur le point d'entrer en collision avec la Terre, ce que nous devons faire, c'est envoyer une fusée vers lui. De cette façon, nous produirons une explosion contrôlée, pas à l'intérieur, mais juste au-dessus de sa surface. L'explosion sera dirigée vers le haut et l'astéroïde se déplacera vers le bas. Ce minuscule décalage sera suffisant pour modifier sa trajectoire et il passera devant la Terre sans la toucher. Une autre solution consiste à envoyer un objet lourd, comme un vaisseau spatial, vers l'astéroïde. Les objets lourds possèdent leur propre gravité. Le vaisseau spatial devra donc voler tout près de la météorite qui l'attirera vers sa surface. Mais les moteurs du vaisseau spatial résisteront. Il commencera à tirer l'astéroïde dans la direction opposée. Cela changera sa trajectoire et notre planète restera intacte. Nous pouvons aussi percuter l'astéroïde avec le vaisseau spatial. Et paf! Nous pourrions également construire une station spatiale comme l'ISS. Elle serait équipée de tout un tas d'énormes loupes. Nous enverrions la station au plus près du Soleil et nous commencerions à chercher des astéroïdes potentiellement dangereux. Puis nous orienterions toutes les lentilles de façon à ce que les rayons du Soleil soient concentrés sur l'immense rocher. La chaleur commencerait à vaporiser la matière à la surface de l'astéroïde. C'est là que la physique entrerait à nouveau en jeu. La matière s'évaporerait vers le haut et l'astéroïde se déplacerait vers le bas. On pourrait aussi envelopper l'astéroïde dans un film réfléchissant, quelque chose comme du papier d'aluminium. Habituellement, les corps spatiaux absorbent la plupart des rayons du Soleil,
Mais si l'astéroïde était recouvert de papier d'aluminium, les rayons se réfléchiraient sur sa surface. Cela créerait une faible force de poussée et ce serait suffisant pour éviter la collision. Et bien sûr, nous pourrions fixer des moteurs de fusée sur l'astéroïde. De cette façon, nous pourrions non seulement modifier sa trajectoire, mais aussi la contrôler. Mais cela dépendrait de sa taille et du nombre de moteurs nécessaires. Ensuite, nous pourrions utiliser ce gros rocher pour détruire d'autres astéroïdes plus dangereux. TRES-2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter, et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncée à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancri, eux, est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre. HD 189733b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSRB 1257+12, abrite 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire. C'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf et tiré vers son impitoyable soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages
que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau, mais d'acide sulfurique, qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer, qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corotte 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé.